Hey, salut à tous, ici c'est moi. Et comme vous aurez pu le remarquer au cours de mes précédentes vidéos, s'il y a bien un sujet que j'aime particulièrement, c'est l'histoire de l'animation. Mais en revanche, dans ce vaste sujet, il y a une compagnie super connue à laquelle je n'ai jamais fait de vidéo dédiée. Pixar. Ah, Pixar et ses célèbres films d'animation en 3D, ou CGI, au choix faut pas dire 3D, que l'on connaît tous et qui ont marqué les gens de ma génération ayant vécu avec. Cette introduction est inutile. Films ayant tous leurs touches reconnaissables entre mille et qui ont quasiment à chaque fois été des chefs-d'œuvre. J'ai dit quasiment. Et bien malgré ces sorties sur grand écran très régulières, les studios Pixar ont pour le coup pourtant eu de nombreux projets qui ont été transformés en cours de route, voire carrément abandonnés. Après pourtant parfois des mois de travail et des millions investis dedans. Eh bien, c'est aujourd'hui quelques-uns de ces fameux non-projets que nous allons découvrir ensemble. Et ce sera un top pour le coup, parce que ça fait plus vendeur et que c'est plus agréable à regarder et à écrire. On essayera néanmoins de faire tout ça dans un ordre aussi chronologique que possible. Enfin, à peu près. Sur ce, j'espère que ça vous plaira, et comme le dit la recette, c'est parti. Numéro 1. Where the Wild Things Are. Et on commence pour le coup ce top par le projet qui est à la jeunesse de tout. Where the Wild Things Are. Plus connu chez nous en français, sous le nom de Max et les Maxi-Monstres. Bon alors, accrochez-vous, ça va être un peu compliqué. Au début des années 80, Disney achète les droits du livre de Maurice Sendak, Where the Wild Things Are, et confie le projet à deux de ses animateurs, Glenn Keane et un certain John Lasseter, qui travaillaient déjà dans l'animation pour la firme depuis Roxy Rookie. L'histoire du film alors prévue serait en fait celle d'un petit garçon prénommé Max, qui, après avoir visiblement bu trop de café et commis moult bêtises, est envoyé au lit sans manger. Sauf que dans sa chambre, via son imagination débordante, lui apparaît une forêt remplie de monstres. Forêt à laquelle il devient finalement le roi. Attends, il prend des médicaments, Max ou... Ah, et j'ai oublié de préciser, mais il est évidemment habillé en loup durant tout ce temps. Bref, John Lasseter, qui avait travaillé sur Tron, sorti en 1982, le premier film utilisant massivement les ordinateurs pour la réalisation ou la modification de scènes entières, avait alors eu idée pour ce projet d'innover et de mêler techniques d'animation traditionnelles avec de l'animation assistée par ordinateur. En 1983, il présente ainsi sa première séquence test devant Disney, se remplit d'enthousiasme. Un enthousiasme pas vraiment partagé par la firme, qui estime alors que le seul intérêt de la technologie est de faire les choses plus vite ou de façon moins coûteuse. Chose qui n'était pas du tout le cas ici. Le projet est ainsi prématurément abandonné, tandis que Lasseter de son côté est gentiment licencié. Les droits du livre en lui-même est d'ailleurs perdu par Disney pour la petite histoire. Il passera par la suite de studio en studio avant de finalement trouver preneur par la Warner, qui en sortira enfin un film en 2009. Soit 26 ans après le projet initial de Disney. Bref, de son côté, John Lasseter, loin de s'arrêter sur cet échec, continue à faire parler de lui. Embauché l'année suivante par la société Lucasfilm Computer Graphics Group, quel accent, la division informatique de Industrial Light and Magics, la société d'effets spéciaux créée par George Lucas en 1975, il va tout d'abord travailler sur l'animation du premier film du studio, The Adventures of André and Walibi. Un film de 2 minutes sorti en 1984 et qui n'est pas moins que le premier court-métrage entièrement réalisé par ordinateur de l'histoire. L'année suivante, Lucasfilm Computer Graphics, où il travaille toujours, est alors acheté par Steve Jobs, qui, après un échec cuisant sur Howard the Duck, où il manque de couler celle-ci, en change le nom pour la faire s'appeler Pixar Animation Studio, société qui se consacre dès lors entièrement à son activité la plus rentable, l'animation 3D. Son premier court-métrage sortant d'ailleurs dès 1986. Un court-métrage réalisé par devinez qui? Et oui, John Lasseter lui-même. Un court-métrage prénommé Luxo Junior et qui est en fait, outre sa véritable démonstration technique pour l'époque, une vitrine du savoir-faire de la société pour le monde du cinéma. Bref, tout le monde est unanime, le constat est là, un nouvel art est en train d'émerger. L'animation 3D sera le futur de l'animation. Finalement, le succès est tel que la lampe devient le logo du studio, tandis que Lasseter devient le directeur artistique de Pixar.
Pixar qui, avec son nouveau succès, travaillera finalement avec Disney pour la création de longs métrages à partir de 1991, avant d'être racheté par Disney même en 2006. L'annulation de Where the Wild Things Are et le licenciement de John Lasseter par Disney ayant donc finalement donné de fil en aiguille indirectement naissance au studio Pixar tel que nous le connaissons aujourd'hui. Vous voyez, c'était simple. Numéro 2. Toy Story. Dans Toy Story, premier long métrage du studio dont Disney avait officiellement donné son feu vert pour sa production en janvier 1993, après 2 ans d'écriture et de modifications en tout genre, l'on suit l'histoire de Woody, un gentil et sympathique jouet qui voit son quotidien bousculé par l'arrivée d'un nouveau jouet, Buzz l'éclair. Le personnage de Woody et de Buzz, après moultes aventures, devenant finalement amis au cours du film. Mais il en était en réalité bien autrement au début du projet. Le personnage de Woody, qui avait déjà une apparence bien différente après moult changements, celui-ci étant passé depuis la jeunesse du projet en 91 du personnage de Tinny, que l'on apercevait dans le court-métrage Teen Toy paru 3 ans plus tôt, l'on voit d'ailleurs des petites références à ça dans le film au passage, au personnage de Lunar Larry, qui sera repris pour créer Buzz l'éclair, à enfin celui d'un cow-boy ventriloque. Ce dernier ayant été validé par Disney, tout comme le scénario du film, le 19 janvier 1993, date du début de la production. Le seul problème étant que ce cow-boy était un personnage tout simplement insupportable, considéré comme, je cite, un imbécile sarcastique. Celui-ci entre autres trompant les autres jouets, criant sur Zigzag, ou encore poussant lui-même Buzz intentionnellement, avant de l'emmener lui-même plus tard dans le jardin de Sid. Bref, le personnage ne plut tellement pas au président de la Walt Disney Feature Animation, le studio travaillant de concert avec Pixar, que quand l'avant-projet fut présenté à Disney en novembre 93, après près d'1 an de travail dessus, il décida de carrément arrêter la production, alors que l'animation 3D avait pourtant déjà été commencée. Réécrivant en urgence le scénario en changeant un tas de points ainsi que son personnage principal, Woody devient ainsi en 3 mois le personnage que nous connaissons aujourd'hui. Personnage que Disney valide, ce qui permet ainsi à la production de redémarrer en février de la nouvelle année. Le studio ayant manqué de peu de licencier tous ses employés et de faire faillite. Le repli sur ses anciennes activités durant ces quelques mois l'ayant permis de survivre et de sauver le film. Numéro 3. Toy Story 2. A la base, Toy Story 2 n'était pas un film destiné à sortir sur grand écran. Il devait juste être une énième suite de qualité très moyenne, produite directement par Disney, pour une sortie directement en VHS, histoire de surfer sur la vague de succès du film original et d'engendrer un maximum de revenus supplémentaires rapidement pour un coût peu élevé. Un peu comme pour le Roi Lion 2 et Aladdin 2 pour exemple. Vous voyez le genre de suite pas vraiment utile et où on est généralement plutôt déçu. Comme les remakes qu'ils font aujourd'hui dans un sens, hein. Ah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner s'ils font le monde de Nemo. Bref, dans cette suite donc, Woody était en fait censé arriver dans l'appartement d'Al, où il rencontrait Pile-Poil, qui était ici doté de la parole, le prospecteur, qui quant à lui n'avait pas de nom, et enfin Señorita Cactus, une poupée de danse mexicaine. Poupée mexicaine et prospecteur qui aurait traité Woody avec dédain dans cette version, ce de par sa provenance, celui-ci ayant été la propriété d'un enfant qui a joué avec lui, au lieu d'être un jouet de collection comme eux. Bref, la fin du film, quant à elle, devait faire figurer une course-poursuite entre Woody, Buzz et le reste des jouets au volant de la voiture de Hal qu'ils auraient volée, avec Hal lui-même derrière les poursuivant au volant de la voiture de Pizza Planet. Enfin, dernier point et pas des moindres, cette suite n'aurait pas dû être faite en animation 3D, mais en animation standard, avec de la bonne vieille 2D. Cependant, voyant le scénario pondu par Disney, John Lasseter, encore lui, le jugea tellement mauvais qu'il proposa carrément à Disney de développer le film eux-mêmes en repartant de zéro. Réécrivant le scénario et proposant quelques plans 3D à la firme histoire de les faire saliver et de ne pas faire un film en 2D pas vraiment en raccord, les gens de chez Disney, après avoir visionné la chose, furent convaincus d'avoir un nouveau hit dans les placards et accordèrent donc une sortie cinéma à Pixar. Une sortie prévue dans 9 mois. Donc pour rappel, tout compris, ils avaient quand même mis 4 ans à faire le premier film avant une sortie ciné. Les équipes Pixar, quelque peu surbookées, réussirent néanmoins à tenir les délais et le film sortit comme prévu à la fin de l'année 1999. Un record tout bonnement incroyable au vu de la masse de travail et de la technologie de l'époque. Et ce deuxième film deviendra d'ailleurs le mieux noté de la série. Et j'ai envie de vous dire, comme quoi. Comme quoi. Ah, et au fait, je vous ai pas dit, mais pour la petite anecdote, en cours de route, ils avaient en plus de ces délais de fou, accidentellement perdu 90% du film. Oui, oui,
90% tout bonnement irrécupérable. Un employé ayant par accident entré ce que l'on appelle un code RM. Un code qui, une fois rentré, supprime en fait absolument tout sur l'ordinateur le plus rapidement possible. Les ordinateurs débranchés dans l'urgence, seulement quelques parties d'éléments des personnages étaient encore disponibles. Des millions investis et des mois de travail ayant été perdus en quelques minutes. Le tout pour une sortie qui arrivait à plus que grands pas. Et inutile de le préciser, mais ils n'avaient évidemment prévu aucune sauvegarde de secours. Un peu comme dans Foot Fight si vous voulez. Heureusement pour eux cependant, une certaine Galine Sussman, qui était à la supervision de la direction artistique, venait d'avoir un enfant, et avait donc amené avec elle une copie du film chez elle pour pouvoir continuer à travailler à son domicile. Le PC contenant la dite copie ayant finalement été ramené au studio, emballé dans des draps pour limiter au maximum les risques, et le film pu être en grande majorité récupéré in extremis. Y a pas à dire, ils ont souvent chaud chez Pixar. Numéro 4. Yellow Car. Avant le scénario de Wall-E qui parle de la pollution, il y avait déjà Yellow Car dans les cartons du studio. Un film qui avait un message de fond similaire et qui dénonçait la pollution. L'histoire, écrite en 1998 par un certain Jørgen Kuhlien, durant la période Mille et une pattes, était ici celle d'une petite voiture électrique non polluante, vivant en fait dans un monde de grosses bagnoles bien énergivores en carburant. La petite voiture apprenant en fait dans le film à se trouver elle-même dans ce monde en total décalage avec elle. Une sorte de vilain petit canard pour voiture, si vous voulez, pour reprendre les propos de son créateur, qui s'était d'ailleurs inspiré de la dite histoire. Bref, le script était fait et les dessins et personnages commençaient même à être produits. Mais Laster, toujours lui, en relisant le script, pensa que le personnage principal n'était pas assez fort à l'écran pour tenir sur un long métrage, suggérant qu'il faudrait un personnage plus fort projeté dans une petite ville. Le script changeant ainsi à plusieurs reprises pour finalement adopter le titre de Route 66 en 2001, après 3 ans de réécriture, avant de changer de nouveau pour ne pas prêter confusion avec une série des années 60 du même nom, en Cars. De changement en changement, la petite voiture électrique jaune deviendra finalement une voiture de course rouge prénommée Flash McQueen, et le film Cars sortira après moult réécritures et remaniements en 2006, avec littéralement aucun rapport avec l'histoire originale, si ce n'est que ce sont des voitures. Et d'ailleurs, même en y repensant, ils ont fait carrément tout l'opposé. Numéro 5. Monstres et compagnie. Monstres et compagnie est passé lui aussi par bien des réécritures durant l'élaboration de son histoire. L'idée originale de celle-ci ne faisait ainsi pas intervenir la petite fille de 4 ans que l'on connaît tous, mais un homme âgé de 30 ans. Homme qui donc dans l'histoire originale aurait en fait retrouvé un livre qu'il avait étant enfant. Un livre contenant des dessins de monstres qu'il avait dessinés à l'époque. Sauf que, coup de théâtre, les 10 monstres seraient alors apparus dans la réalité pour le hanter. Chaque monstre représentant en fait une de ses peurs. Peur qu'il aurait fini par vaincre une par une. Bon, par contre, un homme de 30 ans qui affronte ses peurs, ça fait pas vraiment très vendeur auprès du jeune public. Après d'autres réécritures, une petite fille commença ainsi à apparaître. Tout d'abord Marie qui avait 7 ans et avait des frères et sœurs, puis enfin Boo, âgé de 4 ans. Les monstres-ci ne furent pas en reste puisqu'ils devinrent finalement les héros principaux, à contrario d'un humain, et passèrent par plein de concepts et métiers différents. Sully, alors prénommé Johnson, étant tour à tour passé par la case des tentacules aux pieds, des lunettes ou encore d'un emploi à la raffinerie, tandis que Bob, lui au début, n'avait carrément pas de bras, ce qui posa néanmoins rapidement quelques petits soucis à l'animation. Oh, you always do this. You ask me for my opinion and then you ignore it. Besides, it's just a tie. Le tout, après plein de transformations donc, deviendra finalement les monstres travaillant dans la célèbre entreprise de cris que nous connaissons aujourd'hui, et dans laquelle Sully est le plus effrayant de tous les monstres. Chose que Disney craignait d'ailleurs au passage, pensant que cela ferait peur aux enfants. Heureusement cependant le conseil n'a pas été suivi, et le résultat de tout cela a donné l'un des meilleurs et des plus créatifs Pixar existants. Mais saviez-vous qu'une suite était prévue ? Et non, je ne parle pas du préquel qui nous est parvenu en 2013, mais bel et bien d'une suite. Une suite qui n'était en revanche pas du tout prévue par Pixar. Numéro 6. Monstres et compagnie numéro 2. Lost in Scaradise. Il faut en effet savoir qu'au début de leur existence, Pixar avait en fait un contrat avec Disney qui les laissait faire cette film eux-mêmes, avec Disney théoriquement n'intervenant que pour la distribution de ces derniers. Donc, quand la production du 7ème film de Pixar, Cars, fut quasi terminée en 2005, Disney avait créé une autre compagnie d'animation prénommée Circle Set Animation, qui était en fait déjà en place, prête à reprendre le flambeau sans Pixar. Compagnie qui s'est de suite mise à écrire les scénarios des suites pour Toy Story, Le Monde de Nemo, j'en reparle dans les 2 numéros suivants, et Monstres et compagnie.
Le scénario de Monstres et compagnie Lost in Paradise, ou Monstres et compagnie perdu au paradis en français, traduit par moi, était censé se passer un an après le premier film, à l'anniversaire de Boo. Bob et Sully devaient se rendre chez elle à cette occasion. Mais au lieu de la trouver elle, ils y auraient en fait trouvé une vieille dame en train de dormir dans son lit. Bob et Sully, pensant que Boo a déménagé, seraient alors partis à sa recherche. Occasion donc à bien des découvertes et aventures. Toute la question étant, a-t-elle bien déménagé? Ambiance nous voilà. Censé sortir en 2007, rapidement Disney, sentant la catastrophe, a pensé qu'il fallait mieux avoir l'aide de Pixar. Circle 7 fut donc dissous, ainsi que ses scripts, et Disney racheta carrément Pixar pour lui. Pixar qui continua ainsi d'exister et se metta dès lors à la création des préquels de Monstres et compagnie et du monde de Nemo, enfin Dory, que nous connaissons aujourd'hui, sortis respectivement en 2013 et 2016, au lieu de continuer dans l'idée de faire des suites. Et à ce propos donc, voici ce que devait être la suite qui n'a jamais eu lieu du monde de Nemo. Numéro 7, le monde de Nemo 2, le retour de la vengeance. Alors tout le monde connaît le monde de Nemo, enfin j'espère, sinon vous allez rien comprendre. Et cette vidéo n'a de toute façon aucun intérêt pour vous. L'histoire d'un père poisson clown recherchant son fils perdu à l'autre bout de l'océan. Eh bien dans cette suite, les scénaristes avaient innové la formule, puisque cette fois-ci, c'est Nemo lui-même qui se serait mis à la recherche de son frère Rémi, dont on ignorait d'ailleurs l'existence. Sauf qu'une fois retrouvé, c'est Marin lui-même, le père de Nemo et Rémi, qui se serait fait capturer. Nemo, Rémi et Dory, ça rime, seraient donc partis à sa recherche. Ah, et Dory aurait retrouvé la mémoire et il y aurait eu aussi des dauphins et des ours polaires. En revanche, c'est le seul projet auquel aucun concept art ne nous est parvenu, seul le script ayant été rendu disponible. Au moins, ça aurait été un film écologique, hein, on aurait fait dans le recyclage. Mais je vous le dis, Disney, appelez-moi, moi je vous fais la suite en live action quand vous voulez. Numéro 8, Toy Story 3. Dernier script en date connu de Circle 7 que nous ne verrons jamais à l'écran, le scénario de Toy Story 3 était là aussi bien différent du film que l'on a eu au final. Dans ce scénario, tous les jouets Buzz l'éclair auraient en fait été rappelés à leur usine de fabrication pour un problème technique afin d'y être réparés. Une usine se trouvant à Taïwan. Les jouets d'Andy seraient donc partis à sa rescousse en traversant le globe, tandis que Buzz de son côté aurait rencontré ses compères de l'éclair. Le projet avait plusieurs concept art rendus publics et commençait à faire parler de lui, mais fut comme les autres rapidement stoppé par Disney une fois l'achat de Pixar effectué. Pixar qui ignorera d'ailleurs totalement ce scénario pour son propre Toy Story numéro 3. Numéro 9, cette vidéo est bien trop longue pour faire un top. 1906. 1906 est un concept pour le moins original pour la firme. D'une part de par son scénario, qui devait se dérouler dans le San Francisco de 1906, au moment de son grand tremblement de terre, suivi de l'incendie ayant ravagé la ville, un genre de film catastrophe bien loin des scénarios Pixar, mais aussi de par sa réalisation qui ne devait non pas être en 3D comme tous les films du studio, mais tourné en réel comme un film classique. Le tout coproduit avec Disney évidemment, mais aussi la Warner. L'idée était en fait de faire un film à la manière de Titanic, le plus grand paquebot du monde détruit en quelques heures, ici ramené à une ville détruite en 48 heures. Basé sur un best-seller du même nom paru en 2004, avec une sortie prévue pour l'été 2008, Brad Bird, qui avait déjà à son actif un bon nombre de films Pixar et d'autres blockbusters, était à la réalisation, et une jolie enveloppe de 200 millions était même prévue. Cependant, quelques temps après son annonce, le projet fut repoussé à 2010, pour finalement être totalement abandonné en 2011, après de multiples réécritures. Mais pourquoi cela me direz-vous, alors qu'une enveloppe de 200 millions était prévue? Eh bien en raison, nous avons tout d'abord le fait que plus le projet avançait, plus Disney et la Warner ne savaient plus quel budget lui accorder. La question étant, quelle tranche du public pouvait bien toucher un tel film, avec un sujet aussi particulier? La réponse étant finalement avérée, probablement personne, et l'enveloppe s'étant retrouvée avec un gros point d'interrogation à la place. Ensuite, diverses autres productions Pixar se sont concrétisées entre temps, et ont retenu l'attention du studio ainsi que Disney, qui ont donc délaissé le film. Enfin, l'annonce et la sortie du film 2012 a un petit peu achevé le projet, puisqu'on aurait sûrement crié au plagiat, la thématique de fond et le titre étant plus que similaires. À ce jour, 1906 est donc le projet le plus ambitieux et le plus barré d'entre tous que Pixar n'aura jamais concrétisé. En revanche, ce n'est pas celui qui a été le plus coûteux. L'on doit ce titre à notre numéro 10, The Shadow King. Numéro 10, The Shadow King. Tiens, je me répète là. Alors, il faut savoir que dans les cartons Pixar des projets inachevés, en plus de 1906 tourné en réel donc, il y avait aussi un film prévu en stop motion. Vous savez, la technique que l'on retrouve chez les studios Hartman par exemple, avec Wallace et Gromit, Chicken Run et j'en passe. Eh bien, c'était la même chose qui était ici prévue avec un film prénommé The Shadow King.
Réalisé et écrit par Henry Selick, à qui l'on doit entre autres James à la pêche géante sorti en 96, que j'ai été hélas beaucoup trop vu étant petit, me demandez pas pourquoi tout va mal, ou encore Caroline sorti en 2009, un pro dans le domaine du stop motion donc. L'histoire devait être ici celle d'un petit garçon orphelin prénommé Hap, vivant à New York, qui, je cite, cache ses fantastiques et bizarres mains avec de longs doigts dans un monde cruel. Attends quoi? Sauf que, je recite, quand une ombre vivante de fille lui apprend qu'il peut faire apparaître des choses à la vie via l'ombre de ses mains, celles-ci deviennent des armes incroyables dans une guerre d'ombre contre un monstre vorace qui veut tuer son frère Richard et détruire New York. Voilà. Sinon, dans les grandes aventures de Ratch, en fait, le héros voyage à travers les dimensions. Et puis un jour, la production a débuté en 2011, le projet était censé sortir le 4 octobre 2013. Sauf qu'en août 2012, en plein durant la dite production, le projet plaisant de moins en moins à Disney, les avis créatifs s'écartant en fait de plus en plus, celui-ci fut tout bonnement arrêté. Après 50 millions de dollars investis dedans. Oui, 50 millions. 50 millions donc, dont nous ne verrons jamais la couleur, le projet étant passé en 2013 au studio K5 International, qui depuis n'a donné absolument aucune nouvelle. Numéro 11. Bah mince, ça tombe pas rond du coup. Et enfin, on termine par ce qui est peut-être le plus connu de tous les Pixar abandonnés, Newt. Newt est un Pixar qui était censé sortir durant l'été 2011. L'histoire devait être celle de deux petits tritons, un mâle et une femelle, prénommés Newt et Brooke, qui auraient en fait été forcés par la science de sauver leur espèce, les tritons à pieds bleus, car étant les deux derniers représentants de celle-ci. Seul problème, c'est que Newt et Brooke ne se seraient en fait pas du tout supportés, tout le propos du film étant là. La promo annoncée par Disney annonçant donc qu'une grande aventure nous attendait, avec un petit slogan en prime, « L'amour n'est pas une science ». Insérer une blague. Annoncé officiellement en 2008 pour une sortie à l'été 2011 donc, le film qui avait l'air bien avancé dans son projet, celui-ci ayant même un petit historique dans Toy Story 3 et Rebelle, Pixar aimant faire ça comme vous le savez certainement pour chacun de ses prochains films, ainsi que plusieurs concept art rendus disponibles, fut néanmoins annulé en cours de route en 2011, sans pour autant annoncer pourquoi. Après des années de silence, on apprit qu'au moment où le projet passa aux mains de Pig Doctor, quel accent, qui avait déjà à son actif Monstres et compagnie et là-haut, que celui-ci avait déclaré que l'idée de départ du film n'était pas assez bonne pour marcher, et avait donc lancé une nouvelle idée pour son histoire, basée cette fois-ci sur les émotions. Idée qui est finalement devenue de fil en aiguille, vice versa, Newt s'étant retrouvé délaissé. La raison moins officielle est cependant la sortie de Rio par la Fox Animation, sortie là aussi en 2011. Un film qui possédait un scénario bien similaire mais à base de volatiles. D'où l'arrivée en fait de Pig Doctor, qui était censé changer le scénario et sauver le projet. Aucune information n'a été cependant communiquée sur le montant qui a été investi dans le dit projet, ni à quel stade s'est arrêté celui-ci. Un petit easter egg en référence à notre bon Triton cependant est visible dans le voyage d'Arlo. Dédicace donc à ce pauvre Newt qui ne sauvera finalement jamais son espèce. J'aime les conclusions heureuses. Et voilà, c'était donc quelques-uns des projets Pixar abandonnés ou changés en cours de route. Il y en aura encore bien d'autres à aborder, et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un tour du côté de la description et à fouiller dans les divers liens, vous devriez trouver votre bonheur. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee, regarder une pub sur Utip, ou même acheter un de mes fabuleux t-shirts. Moi je prends tout, hein, vous savez. Et aussi profitez-en dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez de ces projets abandonnés. S'ils auraient d'après vous fait de bons films ou non. Votre avis m'intéresse. Pas, non en fait c'est juste pour le référencement. Sur ce, portez-vous bien et l'on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.